C'était un mardi. Doña Carmen s'en souviendrait parce qu'elle venait de repasser la blouse qu'elle portait quand elle était autorisée à aller chercher Esperanza à l'école, celle avec le col jaune pâle, qui une fois lui avait dit qu'elle lui donnait l'air d'être le soleil. Mais ce matin-là, personne ne lui a dit qu'elle ressemblait au soleil. Personne ne lui a rien dit. La blouse était suspendue au dossier de la chaise en osier qu'elle avait héritée de sa mère, cette chaise qui avait vu autant de matins que celui-ci rempli de routine et d'espoir silencieux. Son appartement dans le quartier de la Butte aux Cailles était petit à peine 2 pièces qu'elle avait transformé en un foyer pour Esperanza et elle. Les murs jaunes qu'elle avait peints l'année précédente reflétaient la lumière du matin, créant cette chaleur dont elles avaient tant besoin. Dans leur vie, les meubles étaient modestes, mais entretenus avec amour le canapé en tissu fleuri qu'elle avait acheté à crédit. Pendant des mois, la table en bois que Robert avait fabriquée au collège lors de ses cours de menuiserie, les rideaux blancs, qu'elle lavait religieusement chaque semaine pour les garder impeccables. Au mur des photographies de moments heureux qui semblaient désormais appartenir à une autre vie Esperanza, lors de son premier jour d'école, avec son uniforme bleu marine parfaitement repassé et son sourire édenté qui illuminait toute l'image. Robert, quand il a obtenu son baccalauréat grand et fier à côté d'elle, avec ce regard d'espoir qui s'était ensuite évanoui, son défunt mari Carlos lors de leur mariage, il y a plus de 40 ans, jeune et beau dans son costume emprunté. Chaque image racontait une histoire d'amour, de sacrifice, de petites victoires, au milieu des difficultés de la vie quotidienne dans une ville qui ne pardonnait pas aux pauvres. L'appel est arrivé alors qu'elle pliait des serviettes dans sa petite buanderie. Le téléphone noir, cet appareil lourd qu'elle avait acheté d'occasion au marché des puces, sonna avec cette insistance que seules ont les mauvaises nouvelles. Ses mains, marquées par 62 ans de travail domestique et de soins familiaux, tremblèrent en soulevant le combiné. De l'autre côté, une voix masculine froide comme le marbre d'une tombe lui transperça l'âme avec des mots qui allaient « Tout changer. Votre petite fille a été arrêtée. Venez immédiatement au supermarché Franprix avenue des Champs-Élysées. C'est urgent. » C'est tout. Sans explication, sans amabilité, sans cette considération minimale que l'on attendrait en recevant des nouvelles concernant une fillette de 7 ans. Seul ce ton tranchant, cette voix que les gens utilisent lorsqu'ils accusent déjà avant que l'autre personne n'ouvre la bouche, avant qu'elle n'ait l'occasion de se défendre ou de comprendre ce qui se passe dans son monde, qui jusqu'à ce moment-là avait été ordonné et prévisible. Doña Carmen laissa tomber les serviettes sur le sol en carrelage. Son cœur s'accéléra comme un moteur en panne, ce même battement erratique qu'elle avait ressenti lorsque Carlos avait eu sa première crise cardiaque, lorsque Robert s'était perdu dans le parc, étant enfant, lorsque la vie lui rappelait que le bonheur est fragile et peut se briser à tout moment sans préavis, sans préparation, sans la possibilité de se défendre. Esperanza, sa petite fille de 7 ans, arrêtée. Les mots rebondissaient dans sa tête sans trouver de sens, comme des balles dans un fronton vide. Esperanza, avec ses tresses soigneusement peignées chaque matin, avec ses uniformes toujours propres et parfaitement repassés, avec ce rire qui remplissait son petit appartement de musique céleste. Esperanza qui l'aidait à étendre le linge, sur le balcon, et qui chantait des chansons inventées pendant qu'elle préparait le dîner ensemble, créant des mélodies que seules elles deux connaissaient. Elle prit son sac usagé, celui qui avait été à sa mère, et qui montrait désormais les signes implacables du temps dans ses coutures effilochées et son cuir craquelé. À l'intérieur, elle portait toujours les choses essentielles de sa vie, ses lunettes pour lire qu'elle avait achetées dans une pharmacie du centre, un chapelet en bois que le père Michel lui avait offert lors de sa première communion, il y a plus de 50 ans, quelques pièces pour le bus qu'elle gardait dans un porte-monnaie en plastique et une petite photographie jaunie d'Esperanza, souriant au jardin du Luxembourg, lors d'un dimanche de bonheur. Elle courut vers la porte. Ses jambes de 62 ans protestèrent à chaque pas accéléré. Les escaliers de l'immeuble qu'elle montait et descendait quotidiennement sans réfléchir lui semblaient maintenant une montagne impossible à gravir. Le gardien, M. Ramiro, la vit passer en courant avec une expression d'alarme et cria quelque chose qu'elle n'entendit pas. Le bruit de la ville, les klaxons impatients, les voix des vendeurs ambulants, tout se mêla dans un bourdonnement sourd qui ne fit qu'à peine s'enregistrer dans son esprit, focalisé obsessionnellement sur une seule chose, arriver jusqu'à sa petite fille, avant que quelque chose de terrible et d'irréversible ne se produise. Le trajet en bus jusqu'au supermarché
lui parut éternel, comme si le temps s'était arrêté pour la torturer. Chaque feu rouge, chaque arrêt obligatoire, chaque minute qui passait était une agonie indescriptible. Elle regardait par la fenêtre sale du transport en commun, voyant défiler la ville qu'elle connaissait par cœur, les maisons aux couleurs délavées, les stands de crêpes qui dégagèrent de la vapeur aromatique, les épiceries avec leur publicité, de sodas décolorés par le soleil. Tout était si normal, si étranger au cauchemar qu'elle vivait. Les autres passagers parlaient, riaient, lisaient des journaux, vivaient leurs vies ordinaires, tandis que la sienne s'effondrait minute après minute, sans que personne ne s'en rende compte. Au supermarché Franprix, l'air était épais de regards curieux et jugeurs, chuchotements malicieux, jugements hâtifs. C'était un de ces grands endroits froids, avec des néons qui bourdonnaient constamment au-dessus de leurs têtes comme des insectes ennuyeux, avec de larges allées remplies de produits qui promettaient le bonheur domestique, mais qui lui semblaient maintenant des moqueries cruelles d'une normalité perdue à jamais. Les clients s'arrêtaient pour regarder la scène, créant de petits groupes de curieux qui murmuraient entre eux, pointant discrètement vers là où se trouvait sa petite fille, transformée en spectacle public. Esperanza était assise sur une chaise métallique près du comptoir du service clientèle, une chaise dure et inconfortable qui semblait conçue spécifiquement pour que celui qui s'y asseoir se sente coupable minuscule puni. Son petit dos était courbé vers l'avant, comme si le poids invisible du monde était tombé sur ses épaules minces qui commençaient à peine à se développer. Son ours en peluche marron, ce compagnon fidèle qui l'accompagnait partout depuis qu'elle avait 3 ans, était serré contre sa poitrine comme un bouclier inutile contre la cruauté incompréhensible du monde adulte. Doña Carmen sentit son cœur se briser, en voyant son Esperanza, sa lumière, sa raison de se réveiller chaque matin, avec l'envie de vivre assise là comme une criminelle de droit commun. Son uniforme scolaire bleu marine, qu'elle avait repassé, avec tant de soin ce matin-là même, tout en chantant une chanson de José Alfredo Jiménez, semblait maintenant froissée et en désordre. Ses tresses parfaites qu'elle avait peignées avec les rubans bleus que la petite fille aimait tant étaient défaites et asymétriques. Mais ce qui lui fit le plus de mal, ce fut de voir ses grands yeux sombres normalement brillants de curiosité et de joie, maintenant ternes et remplis d'une confusion qu'aucun enfant ne devrait expérimenter. « Elle a volé !» déclara le gérant, sans même la regarder directement, sans lui accorder la courtoisie d'une présentation ou d'une explication douce de la situation. C'était un homme costaud, avec une moustache grise jaunie par des années de cigarettes, vêtu d'une chemise blanche, qui peinait visiblement à contenir son ventre proéminent. Il lui rappela immédiatement son premier mari, pas Carlos, mais le premier homme qui l'avait profondément déçu dans la vie, avec cette même froideur calculée dans les yeux, cette même capacité apparemment naturelle à juger sans comprendre, à condamner sans écouter. « Dans notre magasin, continua le gérant consultant, une feuille de papier tapée à la machine comme s'il s'agissait d'un dossier criminel d'importance nationale. Elle a pris des sandwichs et les a donnés à un sans-abri qui se trouvait à l'extérieur de notre établissement. 2 sandwichs au jambon fromage de la marque San Rafael, un paquet de chips Sabritas format familial et une bouteille d'eau ciel. De 500 millilitres, total des dégâts 120 pesos et 50 centimes. La bouche de Doña Carmen s'ouvrit, mais aucun son ne sortit. Les mots restèrent coincés dans sa gorge comme des morceaux de verre tranchants. 120 pesos et 50 centimes. Moins que ce qu'elle dépensait au marché pour la nourriture de 3 jours complets. Moins que le prix d'un taxi pour aller au centre-ville. Moins que ce qu'elle avait payé pour les chaussures d'école d'Esperanza. Pour cette somme ridicule, pour cette somme insignifiante, ils avaient traité sa petite fille comme une délinquante dangereuse, comme une menace pour l'ordre social établi. Elle devra faire face aux conséquences légales correspondantes, continua le gérant, ajustant ses lunettes bon marché comme s'il était un juge fédéral, prononçant une sentence de réclusion à perpétuité. Cela constitue un vol selon l'article 311 du Code pénal. L'âge de l'auteur n'a pas d'importance. L'intention présumée bienveillante n'a pas d'importance. La loi est la loi, madame, et elle doit être appliquée sans exception ni considération sentimentale. Son ton était celui de quelqu'un qui avait répété ces phrases légales à maintes reprises, dans des situations similaires, quelqu'un qui avait appris à se cacher confortablement derrière les règlements et les politiques commerciales pour ne pas avoir à affronter l'humanité de base de chaque situation, pour ne pas avoir à utiliser le cœur en plus du cerveau. Doña Carmen regarda autour d'elle
et vit les caméras de sécurité installées à chaque coin, les gardes en uniforme, avec des talkies-walkies, toute la machinerie intimidante d'un système apparemment conçu pour protéger des marchandises inanimées, au lieu de protéger des personnes réelles avec des sentiments réels. « Elle a 7 ans, murmura Doña Carmen, sa voix à peine audible, entre le murmure constant du supermarché, entre le bruit métallique des chariots, le son électronique des caisses enregistreuses, la musique instrumentale insipide qui résonnait éternellement dans les haut-parleurs accrochés au plafond. « C'est une voleuse en herbe », répondit-il avec une cruauté désinvolte, et ces mots tombèrent sur Doña Carmen comme des pierres lourdes lancées d'une grande hauteur. Voleuse en herbe. Son Esperanza qui gardait des centimes dans son cochon de terre pour lui acheter des fleurs le jour de la fête des mères, qui partageait généreusement son déjeuner avec les enfants qui n'apportaient pas de nourriture à l'école qui l'aidait patiemment à entretenir les plantes du petit jardin qu'elles avaient créé ensemble sur le balcon de l'immeuble pendant les week-ends. Les genoux de Doña Carmen se plièrent légèrement sous le poids de l'injustice. Elle tendit la main tremblante vers Esperanza, ayant désespérément besoin de la toucher et de lui assurer que tout irait bien. Mais l'enfant se recroquevilla instinctivement. Elle ne la regardait pas. Ses yeux étaient fixés sur le sol en carrelage gris, comme si elle pouvait y trouver une explication logique à ce qui se passait, comme si le sol froid et impersonnel pouvait lui donner les réponses que les adultes refusaient de lui fournir avec gentillesse. Doña Carmen sentit le sol s'évanouir sous ses pieds fatigués. Le monde devint flou comme si elle voyait tout à travers des larmes, qu'elle n'osait pas verser en public, des larmes qu'elle devait garder pour plus tard, pour quand elle serait seule dans son appartement, et pourrait se permettre le luxe du désespoir, total sans que personne ne la juge pour sa faiblesse émotionnelle. Ils refusèrent catégoriquement de la laisser emmener Esperanza à la maison. « Nous avons déjà appelé les autorités compétentes », informa le gérant avec cette efficacité bureaucratique impitoyable, qui transforme les personnes en numéros de dossier, en statistiques froides, en problèmes administratifs à résoudre. Les agents doivent faire un rapport officiel complet. Une accusation formelle doit être présentée au ministère public, correspondant selon le protocole établi. Ils firent un rapport officiel, une accusation formelle avec des cachets et des signatures, comme si Esperanza avait braqué une banque à main armée, comme si elle avait menacé des citoyens innocents avec violence physique, comme si un simple sandwich donné avec un amour pur à quelqu'un qui avait faim, signifiait une intention criminelle malveillante, signifiait une méchanceté inhérente, signifiait que cette fillette de 7 ans était une menace réelle pour la stabilité de la société civile. Les mots « mineure délinquante » résonnèrent aux oreilles de Doña Carmen, comme des cloches funéraires sonnant pour la mort de l'innocence. Quelque part dans la ville, dans un bureau gouvernemental froid et dépersonnalisé, quelqu'un écrivait le nom complet de sa petite fille dans un dossier criminel officiel. Esperanza Martinez Lopez, 7 ans, élève de cours préparatoire voleuse. Ces mots seraient gravés de façon permanente, sur papier timbré sur des ordinateurs gouvernementaux, dans le système bureaucratique qui la suivrait implacablement pour le reste de sa vie, comme une ombre sombre. Les policiers qui arrivèrent, dans une voiture de patrouille blanche et bleue, étaient jeunes peut-être de l'âge de Robert. L'un d'eux, un jeune homme brun, avec des yeux qui conservaient encore une certaine bonté humaine, s'approcha d'Esperanza et s'agenouilla précautionneusement pour être à sa hauteur. Son uniforme sentait l'amidon et la responsabilité, et son insigne métallique brillait sous les lumières artificielles du supermarché. « Comment t'appelles-tu, petite fille ?» lui demanda-t-il avec une douceur authentique qui contrastait dramatiquement avec la dureté de l'environnement. « Esperanza » murmura-t-elle, sans lever les yeux de ses chaussures d'école noires que Doña Carmen avait cirées ce matin-là même. « Tu sais pourquoi nous sommes ici, Esperanza ?» Elle acquiesça légèrement, ses tresses bougeant comme des pendules tristes. « Parce que j'ai pris de la nourriture sans la payer. »« Et pourquoi as-tu pris la nourriture ?»« Parce que le monsieur qui était dehors avait très faim. Il avait l'air très triste et très maigre. » Le policier regarda le gérant du supermarché, puis dirigea son regard vers Doña Carmen avec une expression qui mélangeait la confusion professionnelle avec la compassion humaine. Pendant un instant précieux, elle vit quelque chose dans ses yeux, une étincelle d'humanité, une compréhension élémentaire de ce qui se passait réellement. Mais ensuite il se rappela où il était, quelle était sa tâche spécifique
Quelles étaient ses obligations légales? Et cette étincelle d'espoir s'éteignit lentement, comme une bougie dans le vent. Nous devons suivre le protocole établi par la loi, dit-il presque en s'excusant de son impuissance au sein du système. Dans la voiture de patrouille sur le chemin du commissariat, Doña Carmen essaya désespérément de parler à Esperanza. La banquette arrière sentait le désinfectant industriel et la tristesse accumulait toutes les personnes qui y avaient été transportées dans leur pire moment de vie. Sa vieille Citroën bleue achetée avec les économies sacrifiées d'une vie de travail était restée abandonnée sur le parking du supermarché, mais c'était absolument la dernière chose à laquelle elle pouvait penser en ce moment de crise. Familiale. Mon amour, lui dit-elle doucement, prenant la petite main froide d'Esperanza dans les siennes ridées et calleuses, dis-moi exactement ce qui s'est passé. Raconte-moi tout depuis le tout début sans omettre aucun détail. Esperanza regardait par la fenêtre teintée du véhicule de patrouille, voyant défiler les rues familières qu'elle connaissait parfaitement, celles-là, même où elle marchait, ensemble chaque après-midi, lorsque Doña Carmen venait la chercher ponctuellement à l'école. Ses lèvres étaient serrées comme si elle gardait un secret trop grand et trop lourd pour son petit cœur d'enfant d'à peine 7 ans. « Je rentrais à la maison après les cours », commença-t-elle d'une voix à peine audible, si douce que Doña Carmen dut se pencher pour entendre chaque mot précieux. « Et j'ai vu le monsieur assis au coin du magasin. Il avait très faim, mamie. Il avait l'air très triste et très seul. Ses vêtements étaient déchirés et sales. Et alors, qu'as-tu fait, mon chéri? Je me suis souvenu que tu apportais toujours de l'argent dans ton sac pour le supermarché quand tu venais me chercher. J'ai pensé que je pourrais lui acheter quelque chose de bon et ensuite t'expliquer tout ça quand nous serions rentrés à la maison. J'ai pensé que tu allais comprendre, que tu allais être fier de moi d'aider quelqu'un qui était dans le besoin. » Le cœur de Doña Carmen se brisa un peu plus à chaque mot innocent. Bien sûr, elle aurait compris. Bien sûr, elle aurait été immensément fière d'elle. Bien sûr, elles seraient retournées ensemble le lendemain pour apporter plus de nourriture à l'homme. Mais le monde ne fonctionne pas avec la logique pure du cœur bienveillant d'une enfant de 7 ans qui croit encore en la justice et en la bonté humaine. J'ai acheté 2 grands sandwichs, des frites et une bouteille d'eau fraîche. Je suis sorti en courant du supermarché parce que je voulais les lui donner avant que le monsieur ne s'en aille ailleurs. Mais ensuite, le monsieur de la sécurité m'a suivi et a commencé à crier très fort que j'étais une voleuse. Sa voix se brisa comme du verre fragile. Je ne voulais pas être une voleuse, mamie. Je voulais juste aider quelqu'un qui avait faim. Est-ce que c'est mal d'aider les gens? Cette nuit-là, après les interrogatoires officiels, après avoir rempli des formulaires interminables, après les photographies de police et les empreintes digitales prises, comme s'il s'agissait d'une criminelle adulte, elles purent enfin rentrer à la maison. Esperanza s'endormit complètement épuisée dans les bras de Doña Carmen, sur le canapé familial, épuisée émotionnellement et physiquement par une journée qui avait changé à jamais sa perspective du monde. Doña Carmen la porta soigneusement, dans son lit, ce petit lit avec des draps de princesse qu'elles avaient joyeusement choisi ensemble au marché, il y a à peine quelques mois, et la couvrit avec la couverture tricotée à la main que son arrière-grand-mère avait faite il y a des années avec de la laine de couleur. Tandis qu'Esperanza dormait profondément, Doña Carmen étudia son visage angélique à la lumière tamisée de la lampe de chevet. Même endormie, il y avait une nouvelle tension sur ses traits qui n'avait pas été là avant ce jour terrible. Les lignes douces de son front enfantin montraient une préoccupation prématurée et ses lèvres habituellement courbées en un sourire perpétuel qui illuminait n'importe quelle pièce étaient tendues et serrées. Le monde avait cruellement marqué sa petite fille et elle n'avait pas pu la protéger de cette marque invisible mais permanente. Roberto, le père d'Esperanza, arriva vers minuit comme une tempête inattendue. Il avait 35 ans chronologiques, mais il semblait parfois en avoir 15 émotionnels, surtout quand il était en colère ou frustré par des circonstances qu'il ne pouvait pas contrôler. Il ne frappa pas à la porte comme une personne civilisée. Il fit irruption comme un ouragan destructeur. Ses pas lourds résonnèrent de manière menaçante sur le parquet du petit appartement, réveillant inévitablement les voisins et le cœur de Doña Carmen, qui était déjà trop fatiguée pour plus de drames familiaux. Son visage était complètement rouge de colère, contenu ses poings fermés comme s'il était prêt à se battre physiquement contre le monde entier. Il portait son uniforme de travail de l'usine froissé et taché avec des traces de graisse, industriel des doubles équipes
qu'il travaillait constamment pour soutenir financièrement sa petite famille. Ses cheveux noirs, les mêmes qu'il avait hérités génétiquement de son père Carlos, étaient complètement décoiffés, et ses yeux sombres brillaient d'une fureur que Doña Carmen connaissait trop bien par expérience. « Tu fais toujours ça » cria-t-il sans aucune considération pour le fait qu'Esperanza dormait dans la chambre voisine, sans se soucier que les murs minces de leur immeuble économique portèrent sa voix furieuse à tous les appartements voisins où vivaient des familles, de travailleurs qui avaient besoin de se reposer. Tu la gâtes constamment. Tu crois que tu lui enseignes la compassion chrétienne, mais tu la rends faible pour le monde réel. Il faut qu'elle apprenne une fois pour toutes qu'il y a de sérieuses conséquences à chaque action. Ces mots étaient comme des claques physiques dirigées directement à l'âme. Chaque accusation injuste était un coup direct à des décennies de sacrifices personnels, à des nuits entières sans dormir pour s'occuper d'Esperanza quand elle était malade avec de la fièvre, à des matins se levant avant l'aube pour repasser parfaitement son uniforme scolaire et préparer avec amour son déjeuner quotidien, à des après-midi l'aidant patiemment avec ses devoirs de mathématiques sur cette même table où maintenant Roberto frappait violemment avec son poing fermé. « C'est une enfant innocente », dit Doña Carmen sa voix ferme, malgré le tremblement visible dans ses mains ridées, malgré la peur qu'elle ressentait, non pas pour sa propre sécurité, mais pour la relation entre père et fille qu'elle voyait s'effondrer douloureusement devant ses yeux fatigués. Elle a été gentille avec un être humain dans le besoin. Elle a été exactement ce qu'on lui a appris à être pendant toutes ces années. Non, il frappa la table en bois avec une force si démesurée que les assiettes soigneusement organisées dans le buffet vibrèrent dangereusement menaçant de tomber et de se briser comme tout le reste, dans leur vie semblait le faire inexplicablement. Elle a été stupide et naïve, comme tu l'as toujours été toute ta vie. Les mots se plantèrent dans la poitrine de Doña Carmen comme des couteaux tranchants conçus spécifiquement pour causer le maximum de dommages émotionnels possibles. Elle ne put pas respirer normalement. Pas tant à cause de ce que Roberto avait dit, mais parce qu'il l'avait dit avec une telle facilité naturelle, avec une telle désinvolture cruelle. Comme s'il avait pratiqué ces mots blessants pendant des années dans son esprit, attendant patiemment le moment parfait pour les utiliser comme des armes mortelles contre la femme qu'il avait élevée seule. « Je t'ai élevée toute seule », murmura Doña Carmen, sentant chacun de ses 62 ans comme des siècles interminables de lutte, sentant le poids écrasant de toutes les décisions difficiles qu'elle avait prises, tous les sacrifices personnels qu'elle avait faits toutes les nuits, qu'elle avait passé seule à se demander si elle faisait ce qu'il fallait pour son fils. Toute seule après la mort de ton père. J'ai travaillé 3 emplois simultanément. J'ai renoncé à ma propre vie, à mes rêves personnels, à toute possibilité d'être heureuse sentimentalement pour te donner absolument tout ce dont tu avais besoin, et plus encore. Sa voix devint progressivement plus forte, alimentée par des décennies de douleurs gardées soigneusement en silence. J'ai travaillé à nettoyer des maisons pendant la journée, sous le soleil implacable, à vendre des tamales faits maison au coin des rues pendant les nuits froides, à laver des montagnes de linge le week-end, jusqu'à ce que mes mains saignent. Je sautais régulièrement des repas pour que tu puisses manger 3 fois par jour. J'ai porté les mêmes vieux vêtements pendant des années entières pour pouvoir t'acheter des uniformes scolaires neufs à chaque rentrée. Je n'ai pas eu de vacances, je n'ai pas eu de repos, je n'ai pas eu de vie propre jusqu'à ce que je te vois obtenir ton baccalauréat, jusqu'à ce que je te vois devenir un homme apparemment responsable. Roberto l'interrompit brusquement, son visage complètement contorsionné par une colère qui semblait venir d'un endroit très profond et sombre, de blessures émotionnelles que Doña Carmen ne savait pas exister dans le cœur de son fils. Oui, et regarde comment tout a fini. Regarde ce que je suis maintenant, un simple ouvrier d'usine qui peut à peine subvenir aux besoins de sa propre famille. Toute ta bonté exagérée, tout ton sacrifice mélodramatique, à quoi cela a-t-il vraiment servi à élever un raté total et maintenant à gâter complètement ma fille? Il quitta la maison en claquant la porte, avec une force si destructrice que tout le cadre en bois trembla violemment. Le son métallique résonna dans le petit appartement comme un coup de feu, laissant derrière lui un silence pesant qui faisait plus mal que n'importe quel cri, que n'importe quelle insulte, que n'importe quelle accusation injuste. Le vent froid de février entra librement par les fissures, mais il n'était pas aussi froid que les mots cruels de Roberto. Il n'était pas aussi coupant que la réalisation douloureuse qu'elle avait perdue.
non seulement sa petite-fille cet après-midi, mais peut-être aussi son fils pour toujours. Esperanza se réveilla brusquement au bruit assourdissant de la porte. Doña Carmen la trouva assise sur son lit individuel, les yeux grands et effrayés comme ceux d'un petit animal blessé, serrant désespérément son ours en peluche, comme s'il était le seul objet solide dans un monde qui s'effondrait. Ses jambes minces étaient recroquevillées contre sa poitrine, et sa respiration était rapide et superficielle. « Papa est en colère contre moi », demanda-t-elle d'une voix si petite et brisée que Doña Carmen dut se rapprocher physiquement pour entendre chaque syllabe précieuse. « Non, mon amour, mentit-elle automatiquement, parce que parfois les mensonges pieux sont plus bienveillants que la vérité brutale, parce que parfois protéger le cœur d'un enfant est plus important que l'honnêteté absolue. Papa est préoccupé par la situation. Les adultes s'inquiètent parfois beaucoup et disent des choses qu'ils ne veulent pas vraiment dire. Mais Esperanza était considérablement plus intelligente que Doña Carmen ne voulait habituellement le croire. Son intuition enfantine pouvait percevoir des vérités que les adultes essayaient de cacher. « C'est à cause de ce que j'ai fait au supermarché, est-ce ma faute, si papa crie autant ?» Doña Carmen s'assit précautionneusement sur le petit lit au même endroit sacré où elle avait lu des centaines de contes pour enfants, où elles avaient chanté des chansons de berceuses inventées, où elles avaient parlé de rêves impossibles et d'espoirs futurs. « Ce que tu as fait était beau, Esperanza. Ton cœur pur a vu quelqu'un qui avait désespérément besoin d'aide, et tu as répondu instinctivement avec un amour généreux. Cela n'est jamais mal. Mais tous les adultes sont en colère contre moi. Parfois, expliqua Doña Carmen, caressant doucement ses cheveux soyeux qui sentèrent le shampoing à la camomille, le monde se trompe terriblement. Parfois, les gens adultes oublient complètement la différence entre les règles écrites et ce qui est moralement juste. Tu as fait ce qu'il fallait selon ton cœur, et c'est la seule chose qui compte vraiment. Esperanza pleura silencieusement jusqu'à s'endormir dans les bras protecteurs de Doña Carmen, mais la grand-mère ne se permit pas de pleurer encore. Elle ne pouvait tout simplement pas se permettre ce luxe émotionnel. Elle regarda simplement fixement par la fenêtre, vers les lumières clignotantes de la ville nocturne, se demandant philosophiquement comment l'amour pur pouvait pourrir en cruauté sans que les personnes impliquées ne se rendent compte du processus, comment les mots pouvaient devenir des armes mortelles, comment une famille unie pouvait se défaire complètement en une seule nuit de malentendus. Le jugement fut officiellement programmé pour une semaine plus tard. Une semaine qui ressembla à une année entière de torture psychologique. On leur informa qu'elle serait jugée devant un tribunal pour enfants dans un de ces bâtiments gouvernementaux gris du centre historique de Paris, où sont régulièrement décidés les destins d'enfants qui ont perdu le nord ou qui ont été abandonnés par le système. Que son casier judiciaire le reflèterait de manière permanente. 7 ans est déjà un casier au système judiciaire. L'ironie cruelle blessait Doña Carmen à la poitrine comme une côte cassée qui ne cicatrisait pas correctement. Pendant ces 7 jours interminables, elle observa avec une horreur croissante comment sa petite fille se transformait progressivement. Esperanza cessa de manger avec l'appétit vorace qu'elle avait toujours eu depuis son enfance. Ses plats préférés, les tacos de haricots rouges qu'elle préparait ensemble le dimanche après-midi, les quesadillas dorées au fromage Oaxaca, fondue qu'elle aimait tant, restaient pratiquement intactes dans son assiette en céramique bleue. Elle picorait la nourriture comme un petit oiseau malade, mâchant lentement et avec effort, comme si chaque bouchée était une tâche énorme qui exigeait toute son énergie émotionnelle. Elle recommença à se faire pipi au lit, ce qui ne s'était pas produit depuis qu'elle avait 4 ans, et qu'elle apprenait à aller aux toilettes seule. Chaque nuit, Doña Carmen changeait les draps humides, en silence absolu, les lavant soigneusement, à la main dans l'évier profond de la cuisine, car elle ne voulait pas qu'Esperanza entende le bruit mécanique du lave-linge et se sente encore plus mal. Elle les suspendait discrètement sur le balcon sous les étoiles scintillantes, se demandant de manière existentielle comment elles en étaient arrivées à ce point si bas, comment une société prétendument civilisée pouvait être aussi impitoyablement cruelle avec ses membres les plus innocents et les plus vulnérables. Pendant les heures diurnes, Esperanza restait immobile sur le canapé fleuri, le regard complètement perdu en un point indéfini de l'espace. Elle ne regardait plus ses dessins. Animée préférée à la télévision, elle ne jouait plus de manière imaginative avec ses poupées en plastique. Son rire cristallin, cette musique céleste qui avait rempli son modeste foyer pendant 7 années complètes,
s'était évaporé comme de l'eau dans le désert le plus aride. À sa place était apparu un silence lourd et dense qui s'étendait dans toutes les pièces, comme un brouillard toxique qui empoisonnait chaque recoin de sa vie domestique. Doña Carmen essaya désespérément de maintenir la routine normale d'avant. Chaque matin, elle réveillait Esperanza, à la même heure précise, lui peignait les tresses symétriques, avec les mêmes rubans de couleur vive, lui préparait le déjeuner scolaire avec la même affection méticuleuse que toujours. Mais tout semblait différent, artificiel, comme si elles jouaient mécaniquement dans une pièce de théâtre où elles avaient complètement oublié leurs rôles originaux, qui improvisaient désormais des répliques qui n'avaient aucun sens émotionnel. L'école primaire fut compréhensive, mais prudemment distante. La directrice Madame Dupont, une femme âgée avec des lunettes à double foyer, qui avait connu et éduqué 3 générations complètes d'enfants du quartier, convoqua Doña Carmen à une réunion privée urgente. Son bureau administratif sentait toujours les vieux livres et le café froid avec des murs couverts de diplômes jaunis et de photographies décolorées de fêtes scolaires des décennies passées qui montraient des enfants souriants qui étaient maintenant des adultes avec leurs propres problèmes. « Esperanza a toujours été une enfant absolument exemplaire », dit la directrice, jouant nerveusement avec un stylo bon marché tout en évitant le contact visuel direct. « Ses professeurs l'adorent inconditionnellement. Elle est intelligente, participative, bienveillante avec ses camarades. Mais maintenant, elle est étrangement silencieuse tout le temps. Elle ne participe plus en classe comme avant. Elle ne joue plus avec les autres enfants pendant la récréation. Elle s'assoit seule dans un coin de la cour. Les autres enfants savent-ils ce qui s'est passé ? Demanda Doña Carmen, bien qu'elle connaisse parfaitement la réponse inévitable. Certains parents ont entendu des rumeurs dans le quartier. Vous savez parfaitement comment sont ces choses dans une petite communauté comme la nôtre. Les nouvelles voyagent plus vite que la lumière, surtout les nouvelles scandaleuses. Oui, Doña Carmen savait très bien. Elle connaissait intimement le pouvoir destructeur du commérage malveillant, la façon diabolique dont une histoire peut croître exponentiellement et se déformer jusqu'à devenir quelque chose de complètement méconnaissable et bien pire que la réalité originale. Il dirait probablement déjà qu'Esperanza était une délinquante juvénile dangereuse, que Doña Carmen était une grand-mère irresponsable qui ne savait pas élever des enfants, que toute sa famille était problématique et devait être évitée par les familles décentes du voisinage. « Que pouvons-nous faire concrètement ?» demanda-t-elle avec désespoir. « Attendre patiemment », répondit la directrice avec une tristesse authentique dans ses yeux fatigués. « Attendre et avoir une foi aveugle en la justice divine qui prévaudra sur l'injustice humaine. » Mais la foi était exactement ce qui s'épuisait jour après jour pour Doña Carmen. Elle supplia humblement Roberto d'intervenir de manière décisive, de parler en défense de sa fille, de la défendre comme tout père devrait le faire instinctivement. Elle le chercha spécifiquement à l'usine textile où il travaillait en équipe double, un bâtiment industriel gris et déprimant en périphérie de la ville entourée de camions de marchandises et de grues rouillées avec l'air épais de l'odeur pénétrante du métal chaud et de l'huile brûlée. Elle le trouva pendant son heure de déjeuner réglementaire, assis complètement seul à une table de pique-nique, usé par les intempéries, mangeant un simple sandwich qu'il avait préparé à la maison pour économiser de l'argent. « Roberto », lui dit-elle directement, s'asseyant en face de lui sans attendre une invitation formelle, « ta fille a désespérément besoin de toi maintenant plus que jamais. » Il continua à mâcher mécaniquement sans même la regarder. Son expression était celle d'un homme qui avait décidé d'endurcir son cœur pour se protéger de la douleur. « Je t'ai déjà dit clairement ce que je pense de toute cette situation. Cela va la marquer psychologiquement pour toute sa vie. Est-ce exactement ce que tu veux pour ta propre fille? Veux-tu qu'elle grandisse en pensant que son propre père n'a pas cru en elle quand elle en avait le plus besoin? Je veux qu'elle grandisse dans le monde réel, répondit-il finalement, ses yeux fatigués reflétant des années de désillusion personnelle et de travail physique épuisant. Je veux qu'elle apprenne une fois pour toutes que les actions ont des conséquences inévitables, qu'elle ne peut pas aller dans la vie en offrant généreusement ce qui ne lui appartient pas légalement. C'était de la nourriture pour quelqu'un qui avait vraiment faim. C'était du vol selon la loi. C'était de la compassion humaine, élémentaire. C'était de la stupidité naïve. Ils restèrent assis dans un silence tendu, observant les autres travailleurs de l'usine passer à proximité des hommes et des femmes avec des bleus de travail sales et des visages constamment
fatiguée des gens qui luttaient chaque jour simplement pour survivre économiquement dans une ville qui ne pardonne pas aux pauvres. Doña Carmen se demanda quand exactement son fils était devenu si dur émotionnellement, quand il avait complètement perdu la capacité de voir la beauté inhérente à un acte totalement désintéressé. « Tu sais ce que tu m'as dit quand tu avais exactement 8 ans ?» demanda Doña Carmen, jouant désespérément sa dernière carte émotionnelle. « Tu m'as dit avec une absolue sérieux que lorsque tu serais grand, tu aiderais toutes les personnes tristes du monde entier. » Qu'est-il exactement arrivé à cet enfant bienveillant Roberto? Pendant un moment précieux, juste un instant fugace, Doña Carmen vit une fissure microscopique dans son armure émotionnelle. Les yeux de Roberto s'adoucirent légèrement, et elle put voir l'enfant qu'il avait été, l'enfant qui collectait des insectes dans des bocaux en verre et qui pleurait inconsolablement quand il voyait des films tristes à la télévision. Mais ensuite, la fissure se referma hermétiquement, et il redevint l'homme émotionnellement endurci qui avait appris à se protéger du monde en construisant des murs impénétrables autour de son cœur vulnérable. Cet enfant a grandi et mûri, dit-il simplement avec une froideur qui glaçait le sang. Et il a appris par expérience personnelle que le monde n'est pas un endroit sûr pour les rêveurs naïfs. Les jours passèrent comme un cauchemar interminable au ralenti. Esperanza devint progressivement plus silencieuse, plus petite physiquement. Elle cessa de poser des questions curieuses sur tout ce qu'elle voyait, cette curiosité naturelle, insatiable, qui avait toujours été sa marque distinctive depuis qu'elle avait appris à parler. Elle ne chantait plus mélodieusement pendant qu'elle se baignait dans la petite baignoire. Elle n'inventait plus d'histoires élaborées sur ses jouets en plastique. Elle ne demandait plus à Doña Carmen de lui lire des contes fantastiques avant de dormir. Pendant les longues nuits, Doña Carmen l'écoutait pleurer silencieusement à travers la mince paroi qui séparait leurs chambres adjacentes. C'étaient des sanglots étouffés et contrôlés, comme si même dans sa douleur la plus profonde, elle qu'essayait consciemment de ne déranger personne, de ne pas causer plus de problèmes aux adultes, qui étaient déjà clairement contrariés par elle. Le cœur de Doña Carmen se brisait microscopiquement chaque fois qu'elle entendait ces sanglots étouffés, qui traversèrent les murs comme des couteaux invisibles. Une nuit particulièrement difficile, Doña Carmen ne put plus supporter la souffrance. Elle entra discrètement dans la chambre d'Esperanza et la trouva blottie dans un coin du lit, serrant désespérément son ours en peluche marron. Ses joues étaient humides de larmes fraîches et ses yeux reflétaient une tristesse qu'aucun enfant au monde ne devrait jamais expérimenter. « Viens ici, mon amour », lui dit-elle doucement, lui tendant les bras maternels. Esperanza se blottit instinctivement contre elle et Doña Carmen put sentir physiquement à quel point sa petite fille était devenue fragile, comme si elle était faite de cristal délicat et pouvait se briser en 1000 morceaux au moindre mouvement brusque. « Grand-mère, murmura-t-elle contre son épaule, suis-je une mauvaise personne? Quoi non, mon ciel adoré, pourquoi demandais-tu quelque chose d'aussi terrible? Parce que j'ai fait que papa se fâche beaucoup contre toi, parce que j'ai causé de gros problèmes à toute la famille. Parce que peut-être aurais-je dû laisser le monsieur continuer à avoir faim pour ne pas causer autant de drames. Et écoute-moi bien, lui dit Doña Carmen, prenant son petit visage angélique entre ses mains ridées pour qu'elle la regarde directement dans les yeux. Tu es la personne la plus bien que je connaisse dans ce monde. Ce que tu as fait était absolument magnifique. Ne laisse personne, pas même ton propre papa, pas même les adultes avec leurs règles compliquées et injustes, te faire sentir mal d'avoir un cœur bienveillant. Mais tout le monde est en colère contre moi. Parfois, expliqua-t-elle. Patiemment cherchant les mots exacts corrects, les adultes oublions complètement ce qui est vraiment important dans la vie. Nous nous soucions tellement des règles écrites que nous oublions pourquoi les règles existent à l'origine. Les règles devraient protéger les personnes vulnérables, pas les blesser inutilement. Cette nuit-là, Esperanza s'endormit dans le lit de Doña Carmen, blotti contre elle, comme quand elle était plus petite et qu'elle avait des cauchemars. Doña Carmen resta complètement éveillée pendant des heures, écoutant la respiration paisible de sa petite fille, sentant le poids réconfortant de son petit corps contre le sien, se demandant désespérément comment elle pouvait la protéger d'un monde qui semblait déterminé à briser son esprit pur. Mais comment Doña Carmen pourrait-elle se préparer à ce qui allait se passer au tribunal? Au tribunal pour enfants, ils traitèrent Esperanza comme une suspecte dangereuse.
Le bâtiment gris et intimidant du tribunal familial du centre historique de Paris ressemblait à une forteresse médiévale, conçue spécifiquement pour intimider au lieu de protéger les citoyens. Les néons clignotaient constamment au-dessus de leur tête, comme des yeux accusateurs omniprésents, créant des ombres, dures et menaçantes, sur les visages de toutes les personnes présentes dans la salle. Ils lurent son nom complet, comme s'il s'agissait d'une grave accusation criminelle. Esperanza Martínez López mineure, formellement accusée de vol en établissement commercial, selon l'article 311 du Code pénal. Les mots officiels résonnèrent, dans la salle rectangulaire comme des sentences de mort, chaque syllabe bureaucratique, martelant un autre clou invisible dans le cercueil symbolique de son innocence perdue. La salle était complètement remplie de gens qu'ils ne connaissaient pas, des avocats, avec des costumes coûteux qui coûtaient plus que le salaire annuel de Doña Carmen, des fonctionnaires gouvernementaux, avec des dossiers épais, remplis de documents légaux des secrétaires, qui tapaient sans cesse sur des ordinateurs portables. Tous semblaient faire partie d'une machinerie bureaucratique immense qui avait arbitrairement décidé qu'une fillette de 7 ans était une menace réelle pour l'ordre social établi. L'avocat du supermarché était un homme mince, avec un costume qui coûtait plus que le loyer de 3 mois de Doña Carmen. Il avait cette apparence de supériorité morale qui caractérise les personnes qui ont appris à se cacher confortablement derrière la loi pour éviter d'affronter l'humanité de base de chaque situation. Ses chaussures brillaient comme des miroirs et sa cravate en soie était de la couleur de l'argent. « Votre honneur, commença-t-il d'une voix feinte, le délit commis par la mineure est clair et indiscutable. Les caméras de sécurité montrent clairement qu'elle a pris de la marchandise sans la payer et qu'elle l'a remise à un tiers. L'intention aussi noble qu'elle puisse paraître ne change pas la nature criminelle de l'acte. » Doña Carmen sentit que son sang bouillonnait. Criminelle. Une fillette de 7 ans qui avait donné à manger à quelqu'un qui avait faim était une criminelle. Le juge était une femme d'âge moyen avec des cheveux gris et des yeux qui reflétaient 20 ans de cas difficiles. Elle regarda Esperanza qui semblait minuscule sur la chaise en bois, serrant son ours en peluche, comme s'il était la seule chose réelle dans un monde qui était devenu complètement incompréhensible. « La mineure comprend-elle pourquoi elle est ici ?» demanda le juge d'une voix qui cherchait à être aimable, mais qui sonnait forcée. Esperanza acquiesça légèrement. « Parce que j'ai donné à manger à un monsieur qui avait faim. » Un murmure se répandit dans la salle. Certains des présents échangèrent des regards mal à l'aise. « Et savez-vous que c'est mal ?» continua le juge. Esperanza leva ses grands yeux confus. « Ma grand-mère me dit toujours qu'il faut aider les gens. Maintenant, est-ce mal d'aider ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Doña Carmen vit plusieurs adultes dans la salle baisser les yeux, incapables de soutenir l'honnêteté pure de ses yeux enfantins. Et puis, au moment le plus inattendu, il arriva. Miguel Hernández entra dans la salle comme une apparition. C'était l'homme qu'Esperanza avait nourri, mais il avait l'air différent. Plus propre avec des vêtements donnés, mais digne. Cependant, ses yeux conservaient cette profondeur qui ne vient que d'avoir touché le fond et d'avoir trouvé une raison de remonter. Il s'approcha de l'estrade d'un pas ferme. « Votre honneur, je demande la permission de parler. » Le juge le regarda avec curiosité. « Êtes-vous la personne en question ?»« Oui, votre honneur. Je suis Miguel Hernández et je suis venu dire la vérité. » Sur ce qui s'est réellement passé ce jour-là. L'avocat du supermarché protesta. « Votre honneur, ceci est irrégulier. Le témoignage de cette personne n'est pas pertinent pour l'affaire. »« Il est tout à fait pertinent, » insista Miguel avec une dignité qui surprit tout le monde. « Car je suis la seule personne qui peut expliquer ce que cet acte de bonté a vraiment signifié. » Le juge réfléchit un instant. « Vous pouvez parler, monsieur Hernández. » Et quand Miguel commença à parler, toute la salle se transforma. « J'étais professeur, » commença-t-il d'une voix claire et éduquée qui contrastait dramatiquement avec son apparence. « J'enseignais l'histoire à l'Université nationale autonome du Mexique. Pendant 15 ans, j'ai été professeur titulaire. J'avais une maison dans les Lomas, une voiture de l'année, une vie que je croyais solide et indestructible. » Il fit une pause et Doña Carmen put voir les larmes se former dans ses yeux. « Tout a changé quand ma femme a développé un cancer du sein. Nous avons dépensé toutes nos économies en traitements expérimentaux. J'ai vendu la maison, la voiture, même mes livres. Mais ça n'a pas suffi.
Elle est morte dans mes bras dans un hôpital public entouré d'étrangers parce que nous n'avions plus d'argent pour rien de mieux. » Sa voix se brisa légèrement. « Après sa mort, je suis tombé dans une dépression si profonde que j'ai perdu mon travail à l'université. Sans travail, sans maison, sans but, je me suis retrouvé dans la rue. Mon fils honteux de ce que j'étais devenu a coupé toute communication avec moi. Je ne le blâme pas. J'avais aussi honte de moi-même. » Miguel continua expliquant comment il avait vécu dans la rue pendant 2 ans, comment il avait perdu non seulement son foyer, mais aussi son identité, sa dignité, son sentiment d'appartenance au monde civilisé. « Pendant tout ce temps, dit-il, je suis devenu invisible. Les gens m'évitaient, m'ignoraient, passaient à côté de moi comme si j'étais un fantôme. Certains me donnaient des pièces par pitié, mais personne, absolument personne, ne me regardait. Comme si j'étais un être humain. Jusqu'à ce que cet enfant entre dans ma vie. » Il se tourna vers Esperanza qui le regardait avec de grands yeux. Elle n'a pas demandé si j'étais dangereux. Elle ne m'a pas jugé sur mon apparence. Elle s'est approchée et m'a dit « Vous avez l'air d'avoir faim, je reviens. » Et elle a tenu sa promesse. Sa voix devint plus forte. Mais ce n'est pas seulement la nourriture qu'elle m'a donnée. Quand elle m'a tendu ses sandwichs, elle a touché ma main et m'a dit « Je vous vois ». 2 simples mots que personne ne m'avait dit depuis des années. Je vous vois. Elle ne me voyait pas comme un problème à résoudre ou une menace à éviter. Elle me voyait comme une personne. Le silence dans la salle était absolu. Doña Carmen vit comment le juge essuya discrètement une larme. « Ce soir-là, » continua Miguel, « pour la première fois en 2 ans, je ne me suis pas senti comme une ordure humaine. Je me suis senti vu, reconnu, valorisé. Une fillette de 7 ans m'avait rendu mon humanité avec un acte si simple que les adultes l'appellent un crime. » Il s'adressa directement au juge. « Votre honneur, vous jugez une enfant pour avoir été plus humaine que les adultes. Pour nous, rappelez ce que nous avons oublié, que prendre soin les uns des autres n'est pas facultatif, c'est essentiel. Si nous punissons la bonté, quel genre de monde créons-nous » L'avocat du supermarché tenta d'interrompre. « Votre honneur, c'est très émouvant. Mais la loi est claire. »« La loi doit servir la justice, » l'interrompit Miguel fermement. « Et il n'y a pas de justice à punir une enfant pour avoir nourri un affamé. » Esperanza se leva de sa chaise et courut vers Doña Carmen. « Ai-je fait quelque chose de mal, grand-mère » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Doña Carmen l'embrassa fort. « Non, mon ange, tu as fait la seule chose juste que quelqu'un ait faite ce jour-là. » Le juge prit un long moment avant de parler. « Canty. » Elle le fit enfin, sa voix était différente, plus humaine. « En 20 ans de service judiciaire, j'ai vu de nombreux cas. J'ai appliqué la loi telle qu'elle est écrite. Mais aujourd'hui, une fillette de 7 ans et un homme qui a touché le fond m'ont appris quelque chose que j'avais oublié. » Elle s'adressa à Esperanza. « Petite, savez-vous ce qu'est la justice ?» Esperanza réfléchit un instant. « Est-ce quand les choses sont justes pour tout le monde ?»« Exactement. Et vous punir pour avoir nourri quelqu'un qui avait faim ne serait pas juste, n'est-ce pas ?» La fillette secoua la tête. « Les charges contre Esperanza Martinez-Lopez sont complètement retirées, » déclara le juge. « De plus, je recommande que cette affaire serve de rappel que la lettre de la loi ne doit jamais être au-dessus de l'esprit de la justice. » La salle éclata en murmures. Doña Carmen sentit ses jambes se dérober sous l'effet du soulagement. Mais elle savait que même si les charges avaient été abandonnées, les cicatrices émotionnelles demeureraient. Dans les jours qui suivirent le procès, la vie commença lentement à se normaliser, mais rien n'était exactement pareil. Esperanza souriait à nouveau, mais ses sourires étaient plus prudents, comme si elle avait appris que le monde pouvait être un endroit imprévisible et parfois cruel. Doña Carmen remarquait comment sa petite-fille observait plus attentivement les réactions des adultes avant de faire quelque chose, comme si elle évaluait constamment si ses actions seraient mal interprétées. Roberto n'était pas apparu depuis la nuit de son explosion. Doña Carmen savait qu'il avait honte, mais son orgueil l'empêchait de faire le premier pas. Elle avait hérité cet entêtement de son père Carlos, cette incapacité masculine à admettre ses erreurs qui avaient caractérisé de nombreux hommes de sa génération. Miguel commença à rendre visite régulièrement. Au début, juste pour remercier, mais progressivement, cela devint autre chose. Il s'avéra que malgré avoir tout perdu, il conservait le plus important, son savoir et sa capacité d'enseigner. L'expérience d'avoir touché le fond lui avait donné une perspective sur la vie qu'aucun manuel scolaire ne pouvait offrir. « Tu sais ce que j'ai appris dans la rue » dit-il à Esperanza un après-midi.
alors qu'ils prenaient le thé à la table. De la cuisine. J'ai appris que la dignité ne dépend pas de ce qu'on possède, mais de la manière dont on traite les autres. Esperanza l'écoutait attentivement, buvant chaque mot, comme s'il s'agissait d'une sagesse pure. Pourquoi les gens deviennent-ils méchants en grandissant? Ils ne deviennent pas méchants, expliqua Miguel patiemment. Ils deviennent craintifs. La peur nous pousse à construire des murs autour de nos cœurs. Nous pensons que ces murs nous protègent, mais en réalité ils nous isolent. Doña Carmen observait ces conversations avec un mélange de gratitude et de tristesse. Miguel comblait un vide que Roberto avait laissé, mais elle savait qu'aucun, remplaçant aussi bon soit-il, ne pouvait remplacer le vrai père. Un après-midi, pendant qu'Esperanza faisait ses devoirs de mathématiques, le téléphone sonna. C'était une femme d'une émission de télévision locale. « Madame, nous avons entendu parler de l'affaire de votre petite fille. Nous aimerions faire un reportage sur ce qui s'est passé. » Doña Carmen se mit immédiatement sur la défensive. « Nous ne voulons pas plus d'exposition. Nous avons déjà assez souffert. »« Ce n'est pas pour exposer, » insista la femme. « C'est pour célébrer. Nous voulons montrer que la bonté infantile n'est pas de la naïveté. C'est de la sagesse pure. » Après avoir consulté Miguel, et de manière surprenante Esperanza, ils décidèrent de participer. La condition était que toute attention médiatique devait servir à aider d'autres enfants dans des situations similaires. Le jour de l'enregistrement, une petite équipe arriva à l'appartement. Esperanza était nerveuse, mais déterminée. Quand on lui demanda pourquoi elle avait aidé l'homme dans la rue, sa réponse fut simple et dévastatrice. « Ma grand-mère dit toujours que nous avons tous faim de quelque chose. Certains de nourriture, d'autres d'amour, d'autres d'être vus. J'ai juste essayé de voir Monsieur Miguel. » La journaliste, une jeune femme avec des années d'expérience dans la couverture d'histoires difficiles, fut visiblement émue. « Et que pensez-vous des gens qui ont dit que vous avez fait quelque chose de mal ?» Esperanza réfléchit sérieusement à la question. « Je pense qu'ils ont aussi faim, mais de comprendre. Peut-être que si quelqu'un leur explique, ils comprendront mieux. » L'émission fut diffusée un dimanche soir. Doña Carmen et Esperanza la regardèrent ensemble blottis sur leur canapé familial. La production était sensible et respectueuse, se concentrant sur le message de bonté au lieu de sensationnaliser le drame. Quand ce fut terminé, le téléphone commença à sonner immédiatement. Des appels de tout le pays, des familles partageant des histoires similaires, des enfants qui avaient été punis pour des actes de bonté, des enseignants qui voulaient utiliser l'histoire dans leur classe, des travailleurs sociaux qui demandaient la permission de citer l'affaire dans leur rapport. Mais l'appel le plus important arriva 3 jours plus tard. C'était Roberto. Sa voix sonnait différemment au téléphone, plus douce, brisée. « Maman, j'ai vu l'émission. » Doña Carmen attendit, ne sachant pas quoi dire. « Sa voix se brisa. « Je me suis trompé, je me suis terriblement trompé. » Roberto. « Non, laisse-moi finir. J'ai vu ma fille à la télévision parlant avec plus de sagesse que son propre père. J'ai vu l'homme qu'elle a aidé, et je me suis rendu compte de quelque chose d'horrible. » Il fit une longue pause. « Je me suis rendu compte que j'ai peur qu'elle soit comme j'étais quand j'étais enfant, bienveillante, confiante, et que le monde la blesse comme il m'a blessé. »« Qu'est-ce qui t'a blessé, mon fils? Tu te souviens quand j'avais 8 ans et que j'ai aidé un camarade qui était tombé pendant la récréation? Les autres enfants se sont moqués de moi. Ils m'ont dit que j'étais faible. Depuis ce jour, j'ai décidé qu'être bon était dangereux. » Doña Carmen sentit son cœur se briser pour son fils. « Roberto, tu étais un enfant magnifique. Tu l'es toujours. »« Non, maman. Je suis devenu tout ce que je détestais. Un homme qui punit la bonté parce qu'il a peur d'être vulnérable. » Cette nuit-là, Roberto arriva à la maison. Il ne fit pas irruption cette fois. Il frappa doucement et attendit. Quand Doña Carmen ouvrit la porte, elle vit son fils, mais elle vit aussi l'enfant qu'il avait été avant que le monde ne le blesse. Ses yeux étaient rouges de larmes, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis la mort de son père. Ses épaules étaient tombantes, non pas de défaite mais d'humilité sincère. « Esperanza, dit-il quand elle apparut timidement de la cuisine. » L'enfant courut vers lui et Roberto s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Papa a eu tort, mon amour. Papa a eu très tort. Tu n'es plus en colère contre moi. Je n'aurais jamais dû être en colère contre toi. Ce que tu as fait était la plus belle chose que j'ai vue depuis des années. Et papa avait peur. Peur de quoi? Peur que si tu étais trop gentil, le monde te blesse comme il m'a blessé quand j'étais enfant.
Esperanza posa ses petites mains sur les joues de son père. « Mais papa, si on arrête d'être bon par peur, alors le monde gagne. N'est-il pas préférable de continuer à être bon et d'apprendre aux autres à être bons aussi ?» Roberto l'embrassa avec une telle force que Doña Carmen craignit qu'il ne la blesse. Mais elle vit dans les yeux de son fils quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis des années, des larmes de joie, au lieu de larmes de frustration. Ce soir-là, ils dînèrent ensemble pour la première fois depuis des mois. La petite table qui avait vu tant de tensions était maintenant témoin d'une réconciliation. Miguel se joignit à eux, et pour la première fois Doña Carmen sentit qu'elle avait une famille complète à nouveau. « Il y a quelque chose que je veux vous dire », annonça Roberto pendant le dessert. « J'ai beaucoup réfléchi. Je veux changer. »« De travail. »« En quoi ?» demanda Doña Carmen. « Je veux étudier le travail social. Je veux aider des familles comme la nôtre, des familles qui ont perdu le chemin. » Miguel sourit. « Je pourrais t'aider avec tes études. J'ai décidé de retourner enseigner. »« C'est vrai. » Esperanza sauta d'émotion. « Tu vas être professeur encore. » Une école pour enfants en situation vulnérable m'a offert du travail. Apparemment, mon histoire leur semble précieuse. Doña Carmen regarda autour de la table. Sa famille avait grandi d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Non seulement ils avaient récupéré Roberto, mais ils avaient gagné Miguel. Et plus important, encore ils avaient redécouvert ce qui comptait vraiment. Mais comment cette histoire de transformation familiale allait-elle se terminer? 6 mois après l'incident au supermarché, leur vie avait changé de manière que personne n'aurait pu prédire. L'appartement restait le même, mais il semblait plus grand, rempli de rires et de conversations profondes qui n'existaient pas auparavant. Esperanza avait fleuri de manière surprenante. Son expérience, bien que traumatisante, lui avait donné une maturité émotionnelle inhabituelle pour son âge. À l'école, elle était devenue la médiatrice naturelle lorsque d'autres enfants avaient des conflits. Sa maîtresse, Madame Dubois, commentait à Doña Carmen qu'elle n'avait jamais vu une fillette aussi jeune, avec une telle capacité à comprendre et à résoudre les problèmes émotionnels entre ses camarades. « C'est comme si elle avait développé une antenne spéciale pour détecter quand quelqu'un souffre, » dit la maîtresse lors d'une réunion de parents d'élèves. Et non seulement elle le détecte, mais elle sait exactement quoi faire pour aider. Esperanza avait lancé quelque chose qu'elle appelait le Club des Cœurs Vaillants dans son école. C'était un groupe informel d'enfants qui s'engageait à accomplir un acte de bonté chaque jour. La directrice, initialement sceptique, s'est vite rendue compte que l'initiative transformait l'ambiance scolaire de manière positive. Miguel était officiellement revenu dans le monde de l'éducation, mais avec une perspective complètement nouvelle. Son expérience dans la rue lui avait donné une compréhension profonde de la souffrance humaine qu'aucun manuel scolaire ne pouvait enseigner. Dans l'école pour enfants vulnérables, où il travaillait maintenant, il était devenu plus qu'un professeur. Il était un guérisseur des âmes jeunes blessées. Les enfants qui ont souffert reconnaissent immédiatement quelqu'un qui a également souffert, expliquait Miguel lors de l'une de ses visites du soir. Ils ne peuvent pas me tromper avec des fanfaronnades ou des attitudes défensives. Ils savent que je comprends exactement ce qu'ils traversent. Ces cours d'histoire s'étaient transformés en quelque chose d'unique. Au lieu de mémoriser des dates et des noms, Miguel enseignait la résistance humaine, comment des personnes ordinaires avaient trouvé des moyens extraordinaires de maintenir leur humanité dans des circonstances impossibles. L'histoire, disait-il à ses élèves, ne concerne pas seulement les rois et les batailles. Elle concerne des personnes comme vous qui ont décidé de ne pas abandonner quand tout semblait perdu. Roberto avait commencé ses études de travail social à l'université. Il était difficile de combiner le travail à temps plein à l'usine avec les cours du soir, mais il avait une motivation qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Sa propre transformation lui avait montré que le vrai changement était possible, et il voulait consacrer sa vie à aider les autres à trouver leur propre chemin de retour vers l'espoir. Chaque famille que j'aide est une occasion de réparer le mal que j'ai fait, confia-t-il à Doña Carmen un soir pendant qu'il étudiait à la table de la cuisine. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux m'assurer que mon avenir soit différent. Sa relation avec Esperanza s'était approfondie de manière magnifique. Il n'était plus seulement le père qui subvenait aux besoins économiques, il était devenu le père qui écoutait, qui jouait, qui enseignait par l'exemple. Le week-end, père et fille visitèrent des foyers pour sans-abri, non seulement pour apporter de la nourriture,
mais aussi pour parler aux gens pour les voir réellement comme Esperanza l'avait enseigné. Doña Carmen observait ces changements avec un mélange d'émerveillement et de profonde gratitude. À 63 ans, elle avait appris qu'il n'est jamais trop tard pour qu'une famille guérisse, pour que les gens changent, pour que l'amour triomphe de la peur. Un samedi après-midi, pendant qu'elle préparait le repas et écoutait les rires d'Esperanza et de Roberto, jouant dans le salon, le téléphone sonna. C'était le journaliste qui avait fait le reportage original. « Madame, j'ai des nouvelles incroyables. Votre histoire a inspiré quelque chose que nous n'espérions pas. Que voulez-vous dire? Nous avons reçu des centaines de lettres de familles qui ont utilisé l'histoire d'Esperanza pour guérir leur propre division. Mais plus important encore, il y a un mouvement qui prend de l'ampleur. » Il expliqua que des écoles de tout le pays avaient commencé à mettre en œuvre des programmes basés sur le Club des Cœurs Vaillants d'Esperanza. Des supermarchés avaient créé des programmes où les clients pouvaient donner des aliments spécifiquement aux sans-abri. L'affaire juridique d'Esperanza était citée dans des facultés de droit comme exemple de quand l'application rigide de la loi peut être contre-productive pour la vraie justice. Mais le plus surprenant, continua le journaliste, c'est que le gérant du supermarché où tout s'est passé nous a contactés. Il veut s'excuser publiquement. Une semaine plus tard, lors d'une cérémonie organisée par la même chaîne de supermarchés, le gérant qui avait traité Esperanza comme une criminelle se présenta devant les caméras et la communauté locale pour faire quelque chose que peu d'adultes ont le courage de faire admettre qu'ils s'étaient complètement trompés. « Quand j'ai vu cette fillette ce jour-là, dit-il, sa voix tremblant légèrement, je n'ai vu que les règles qui avaient été enfreintes. Je n'ai pas vu la personne qui essayait d'aider. Je n'ai pas vu le cœur pur qui agissait par amour. Mon travail m'avait tellement endurci que j'avais oublié la différence entre la lettre de la loi et l'esprit de la justice. » Il se tourna vers Esperanza, qui était assise au premier rang à côté de sa famille. « Esperanza, tu m'as appris quelque chose que j'avais oublié. Tu m'as appris que parfois, faire ce qui est juste, c'est briser les règles injustes. » La chaîne de supermarchés annonça la création du programme Esperanza, une initiative où les clients pouvaient acheter des repas préemballés qui seraient distribués gratuitement aux sans-abri. La photo d'Esperanza souriant avec son uniforme scolaire et serrant son ours en peluche devint le symbole du programme. Mais pour Doña Carmen, le vrai miracle n'était pas dans la reconnaissance publique. Il était dans les petits moments quotidiens qui remplissaient maintenant sa vie. Il était dans le fait de se réveiller chaque matin et d'entendre Esperanza chanter sous la douche. Il était de voir Roberto aider sa fille avec ses devoirs, non pas avec précipitation ou frustration, mais avec une patience et un amour authentiques. Il était dans les dîners de famille, où Miguel partageait des histoires qui faisaient rire tout le monde, où il était devenu le grand-père qu'Esperanza n'avait jamais eu. Un soir, pendant qu'elle bordait Esperanza dans son lit, l'enfant, lui, posa une question qui la surprit. « Grand-mère, crois-tu que tout ce qui s'est passé était pour une raison ?» Doña Carmen réfléchit soigneusement à la question. « Qu'en penses-tu, mon amour? Je crois que oui. Car si cela ne s'était pas produit, papa n'aurait jamais appris à ne pas avoir peur d'être bon, et Miguel n'aurait jamais trouvé une nouvelle famille. Et je n'aurais jamais appris que parfois, faire ce qui est juste est difficile, mais que ça en vaut la peine. Et qu'as-tu appris d'autre? J'ai appris que lorsqu'une personne fait quelque chose de bien, cela donne envie aux autres personnes de faire aussi de bonnes choses. Comme quand on jette une pierre dans un lac et que cela fait des ondes qui vont très loin. » Doña Carmen embrassa le front de sa petite fille. « Tu es très sage pour n'avoir que 7 ans. » Grand-mère, « Oui? Peut-on aller demain voir Miguel dans son école? Je veux connaître les enfants qui, elle est en train d'aider. Bien sûr, mon amour. Et après, on pourra aller voir papa à son nouveau travail. Roberto avait trouvé un emploi à mi-temps dans un centre social tout en poursuivant ses études. Bien sûr que oui. Et après, on pourra faire plus de sandwichs pour les gens qui ont faim. Autant que tu veux. » Esperanza sourit de ce sourire qui illuminait le monde. « Je crois que ça va être une très bonne journée. » L'année suivante, pour l'anniversaire de l'incident qui avait changé leur vie, la famille reçut une invitation spéciale. Le maire de Paris voulait récompenser Esperanza avec une médaille du mérite civique pour la jeunesse. La cérémonie eut lieu à l'Opéra Garnier, un endroit que Doña Carmen n'aurait jamais imaginé visiter. Esperanza, maintenant âgée de 8 ans, et plus grande mais avec la même lumière dans les yeux,
semblait petite sur la grande scène, mais sa présence remplissait tout l'espace. « Quand j'étais plus petite, » dit Esperanza au micro d'une voix claire qui atteignait chaque coin de l'auditorium, « je pensais qu'il était facile de faire le bien. Ensuite, j'ai appris que c'est parfois la chose la plus difficile au monde, mais j'ai aussi appris que les choses difficiles sont souvent les plus importantes. » Elle fit une pause, cherchant les visages familiers dans le public. « Ma grand-mère m'a appris que nous avons tous une lumière à l'intérieur. Parfois, la lumière s'éteint parce que nous avons peur ou que nous sommes tristes. Mais si nous aidons les autres, leur lumière s'allume. Et quand leur lumière s'allume, la nôtre brille plus fort. » Il n'y avait pas un œil sec dans l'auditorium. Le maire, un homme âgé habitué aux discours politiques, essuya discrètement ses larmes avant de remettre la médaille. Après la cérémonie, alors qu'il se promenait dans les rues du centre de Paris, Esperanza prit la main de Doña Carmen. « Grand-mère, tu sais quelle est la meilleure partie de tout ça? »« Laquelle, mon amour? »« Que Miguel n'est plus seul, que papa sourit plus, que tu ne pleures plus la nuit. » Doña Carmen s'arrêta surprise. « Comment savais-tu que je pleurais? »« Parce que je pleurais aussi, » dit simplement Esperanza. « Mais maintenant nous pleurons moins et nous sourions plus. » Roberto s'approcha et passa son bras autour des épaules des deux femmes. « Vous savez quoi, Esperanza a raison. Nous sourions beaucoup. Plus ?» Miguel, qui était resté un peu en arrière pour leur laisser de l'espace familial, se joignit au groupe. Et tout a commencé avec une fillette qui a décidé de voir un homme invisible. Ce soir-là, de retour dans l'appartement, qui ressemblait maintenant à un palais parce qu'il était rempli d'amour. Doña Carmen s'assit sur sa chaise en osier préféré, la même où elle était assise ce matin terrible qui avait tout commencé. Mais maintenant, au lieu de l'angoisse, elle ressentait une paix profonde. Sur le mur était accrochée une nouvelle photographie, toute la famille, à la cérémonie radieuse de bonheur. À côté, la médaille d'Esperanza brillait sous la lumière douce de la lampe. Son téléphone sonna. C'était une autre famille d'une autre région qui avait entendu parler de leur histoire et avait besoin de conseils pour gérer une situation similaire avec leur propre enfant. « Bien sûr, » dit Doña Carmen. Esperanza sera ravie de lui parler. Après avoir raccroché, elle réalisa que son histoire avait grandi bien au-delà d'eux. Elle était devenue quelque chose de plus grand, une preuve que l'amour peut vaincre la peur, que les familles peuvent guérir, qu'un simple acte de bonté peut changer non seulement une vie, mais beaucoup de vies. Esperanza, maintenant âgée de 8 ans, n'était plus seulement sa petite fille. C'était une petite ambassadrice de l'espoir, une preuve vivante que garder le cœur ouvert dans un monde qui enseigne souvent à le fermer est non seulement possible, mais nécessaire. Roberto avait obtenu son diplôme de travail social et travaillait maintenant à temps plein en aidant des familles en crise. Chaque jour, disait-il à Doña Carmen, « Je me souviens de la leçon qu'Esperanza m'a apprise, que l'amour est plus fort que la peur. » Miguel avait publié un livre sur son expérience intitulé « Le sandwich qui a sauvé ma vie, une leçon sur la dignité humaine ». Tous les bénéfices allaient à des programmes d'alimentation pour sans-abri. Le livre était devenu une lecture obligatoire dans plusieurs écoles de travail social. Et Doña Carmen, à 64 ans, avait appris la leçon la plus importante de toutes, qu'élever un enfant, ce n'est pas lui apprendre à s'adapter au monde tel qu'il est, mais lui apprendre à rendre le monde meilleur. Lors des soirées tranquilles, lorsque la famille se réunissait autour de la table pour dîner, Doña Carmen pensait souvent à toutes les personnes qui avaient été touchées par l'histoire d'Esperanza. Des enfants dans des écoles de tout le pays qui avaient maintenant des clubs des cœurs vaillants. Des familles qui avaient guéri leur propre division. Des sans-abri qui recevèrent désormais non seulement de la nourriture, mais aussi de la dignité et la reconnaissance de leur humanité. Un soir, pendant qu'elle faisait la vaisselle après un dîner particulièrement joyeux, Esperanza s'approcha d'elle. « Grand-mère, puis-je te demander quelque chose ?»« Toujours, mon amour. »« Tu crois qu'on a changé le monde ?» Doña Carmen sécha ses mains sur son tablier et s'agenouilla pour être à la hauteur de sa petite fille. « Mon amour, on n'a pas seulement changé le monde. On a rappelé au monde comment se changer lui-même. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire qu'on n'a pas inventé la bonté. On l'a juste rappelé. On n'a pas créé l'amour. On l'a juste réveillé dans des endroits où il était endormi. » Esperanza sourit de ce sourire qui avait fondu des cœurs durs et guéri des familles brisées. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Maintenant, dit Doña Carmen, on continue à être bon. On continue à voir les personnes que les autres ne voient pas.
On continue à croire que l'amour est plus fort que la peur. Toujours, toujours. Ce soir-là, après que tout le monde soit allé se coucher, Doña Carmen resta un moment de plus dans la cuisine, regardant les photographies sur le mur. Il y en avait une nouvelle Esperanza, remettant son premier don du programme Esperanza, à un sans-abri, mais cette fois accompagné de dizaines d'autres enfants qui avaient appris de son exemple. Elle pensa au chemin qu'ils avaient parcouru, à la douleur qui avait conduit à la croissance, à l'injustice qui avait révélé une vérité plus profonde, à la famille qui s'était brisée pour pouvoir se reconstruire plus forte. Son téléphone vibra avec un texto. C'était d'une enseignante de Toulouse. Madame Carmen, nos élèves, ont lancé leur propre club des cœurs vaillants. Est-ce qu'Esperanza pourrait leur parler par appel vidéo. Elle sourit et répondit « Bien sûr, Esperanza en sera ravie ». En éteignant les lumières et en se dirigeant vers sa chambre, Doña Carmen réalisa que son histoire n'avait pas de fin traditionnelle. Elle n'avait pas de « ils vécurent heureux pour toujours », car la vie réelle ne fonctionne pas ainsi. Au lieu de cela, elle avait quelque chose de mieux. Elle avait un nouveau commencement qui se répétait chaque jour avec chaque acte de bonté, avec chaque cœur qui s'ouvrait, avec chaque personne qui décidait de voir au lieu d'ignorer. Dans son lit, alors qu'elle écoutait les sons nocturnes de son appartement rempli d'amour, la respiration tranquille d'Esperanza, le léger ronflement de Roberto sur le canapé, où il s'était endormi en étudiant le silence confortable qui vient d'une famille en paix, Doña Carmen offrit une prière silencieuse de gratitude. Ils avaient commencé avec une tragédie. Une fillette accusait injustement une famille divisée un système qui punissait la bonté. Mais ils avaient terminé avec quelque chose de magnifique, une famille guérie des vies transformées, et un message d'espoir qui s'étendait comme des ondes sur un lac vers des endroits qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Et si quelqu'un quelque part écoutait cette histoire et se sentait jugé pour avoir fait ce qui est juste coupable d'aimer trop ou invisible après une vie de sacrifice, Doña Carmen voulait qu'ils sachent ceci, ils ne sont pas seuls. Leur bonté compte, leur amour fait la différence. Leur lumière est nécessaire surtout dans les moments les plus sombres, car au final ce qu'ils avaient appris, c'est ceci, la bonté n'est pas de la naïveté, c'est du courage, c'est la décision consciente de voir l'humanité chez les autres, même quand les autres ne la voient pas en vous. C'est l'acte révolutionnaire de garder son cœur ouvert dans un monde qui vous enseigne à le fermer. Et cela, pensa Doña Carmen alors qu'elle s'endormait, était une révolution qui valait la peine d'être menée, un acte de résistance qui valait la peine d'être maintenu, une lumière qui valait la peine d'être continuée d'allumer jour après, jour cœur après cœur, jusqu'à ce que le monde entier se souvienne comment briller. L'histoire d'Esperanza avait fini d'être racontée, mais son véritable impact ne faisait que commencer. Félicitations, écrivez 9 dans les commentaires, pour que je sache que vous êtes restés jusqu'au bout avec moi. Merci d'avoir regardé, et à l'histoire de demain sur cette même chaîne.